Regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Remettre au centre des échanges le rôle des communautés pour une gestion durable des ressources naturelles. C'est l'objectif d'un récent atelier sous-régional organisé dans le cadre du projet intitulé « Contribution au dialogue sur des politiques de gestion des ressources maritimes et côtières au Sénégal ». Une initiative du réseau national des organisations communautaires de la protection de l'environnement, abrégé RENOP. Le compte-rendu de cette rencontre dans un instant dans notre reportage et pour parler de son importance, nous recevons Madame Madina Adital, conseillère municipale à la ville de Dakar et présidente de la commission développement durable, aménagement urbain, cadre de vie et gestion du littoral. Vous êtes aussi chargée de cours en développement durable à l'UCAD, à l'Institut des sciences, donc de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup Alexis, le plaisir est partagé. Merci pour cette invitation pour parler vraiment d'un sujet central et qui est d'actualité, surtout que nous allons vers la COP27. Merci beaucoup. Merci Madame Tal et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Géraud Togbe et Bachir Boudian. C'est un atelier sous-régional dans le cadre du projet intitulé « Contribution au dialogue sur les politiques de gestion des ressources maritimes et côtières du Sénégal ». Les questions écologiques sont extrêmement importantes. Ça mobilise les pouvoirs publics, ça mobilise les ONG, ça mobilise les grandes compagnies, mais nous, les communautés, nous ne devons pas rester en rade. C'est pourquoi nous avons convoqué toutes les communautés du littoral du Sénégal en invitant les pays voisins que sont la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert pour venir réfléchir sur nos bonnes pratiques que nous allons proposer aux décideurs en termes de contribution sur le dialogue pour la gestion des ressources marines et côtières. Donc c'est un dialogue qui concerne les acteurs, en tout cas riverains, des côtes marines et côtières du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. Évidemment, nous avons vu que durant ces dernières décennies, nos côtes sont carrément menacées. Raison pour laquelle il fallait avoir en tout cas une vision assez holistique de la chose pour en tout cas prendre à bras le corps le défi qui nous attend durant les années à venir. Ces acteurs remettent au centre des échanges le rôle des communautés pour une gestion durable des ressources naturelles. Ceci avec un accent particulier sur l'apport des politiques. Le littoral sénégalais et le littoral ouest africain abritent plus de la moitié de la population et toutes les activités économiques qui font notre PIB se font sur le littoral. Donc c'est extrêmement important que cette zone, objet de conflit entre riverains, conflit entre les hôteliers, conflit avec l'État, il faudrait que cette zone fasse l'objet de dialogue permanent. C'est la même chose avec la découverte du pétrole et du gaz parce que les intérêts en jeu sont énormes. Il est extrêmement important que les dialogues soient maintenus et que le thème de ces dialogues à chaque fois tourne autour des questions écologiques avant que ce soit des dialogues sur des enjeux financiers. C'est pourquoi nous, communautés, pêcheurs, écologistes, habitants du littoral, de Saint-Louis à Kafountine, on s'est retrouvés pour essayer de mettre en place ce que nous appelons notre contribution sur le dialogue dans la gestion des ressources marines et côtières. Ce dialogue va permettre aux communautés des différents pays de partager leur expérience dans la préservation, la promotion de l'environnement et du développement durable. Aujourd'hui, les communautés locales s'activent beaucoup sur ces questions. Ils s'activent comment? Il y a des gens qui font les cordons pierreux, d'autres ils font le reboisement, que ce soit maritime ou continental. Tout ça, ce sont des activités que les populations eux-mêmes initient sans en tout cas l'implication des autorités administratives. Et partant maintenant, ils vont maintenant alerter en tout cas les décideurs qui sont l'État pour en tout cas les accompagner dans ce processus en tout cas de préservation et de gestion de l'environnement marin et côtier. Des avancées significatives au Sénégal sur notre constitution qui parle carrément des responsables de la préservation de l'écosystème. L'État est responsable, les collectivités territoriales sont responsables, mais aujourd'hui le citoyen est aussi responsable que ses institutions. C'est pourquoi nous, organisations communautaires, on s'est organisés pour participer à ce dialogue. Comment? En capitalisant ce que nous avons, ce que nous vivons. Si vous allez à Kayar, les gens s'organisent pour se battre contre l'usine de farine de poisson qui pollue l'environnement.
Vous venez à Anne, le combat communautaire, c'est les associations qui sont devant. Vous allez dans les îles du Saloum, ce sont les organisations de paysans qui sont dans les champs, dans la vase, en train de planter de la mangrove. Donc les gens qui sont sur le terrain aujourd'hui peuvent influer sur les politiques. Le Sénégal connaît des avancées en matière de gestion des aires marines protégées. Pour cela, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie nationale de conservation de la biodiversité, le pays a récemment créé de nouvelles aires marines protégées dans le delta du Saloum et en Casamance. Depuis 2012, le pays accompagne les communautés qui, de mieux en mieux, intègrent la promotion des aires marines protégées comme une nécessité. L'État du Sénégal créait ces aires protégées. Mais depuis 2012, le Sénégal a changé entièrement de paradigme pour appuyer l'initiative communautaire. Donc c'est que les populations qui choisissent, créent, pensent que cette situation, cette zone est extrêmement importante pour elles, pour arriver à sa création. En ce moment, elles s'en ouvrent directement à leur collectivité, à la collectivité territoriale auquel elles dépendent, et qui adressent une lettre de saisine au ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce n'est qu'en ce moment seulement que le ministre, une fois qu'il nous instruit ce dossier, que nous descendons sur le terrain avec les populations pour organiser les concertations nécessaires pour arriver au renforcement du statut de l'initiative communautaire. L'initiative de cette rencontre régionale émane du réseau national des organisations communautaires de la protection de l'environnement. Pour ce chercheur de la Guinée, elle s'inscrit dans une perspective de partage. En dehors de la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie, sans oublier le Cap-Vert, sont associés à cet événement. Nos frères de Gambie et de Mauritanie montrent simplement que la gestion du littoral, la gestion des ressources pétrolières et gazières, l'exploitation de ces ressources iront avec des conséquences. C'est pourquoi, ensemble, nous devons faire une réflexion globale qui concerne toute la côte ouest africaine. Parce que ce qui détruit les côtes sénégalaises va détruire les côtes mauritaniennes, va détruire les côtes gambiennes. Si les États sont prévoyants, nous, au niveau des communautés, il faut qu'on soit préparés à l'exploitation du gaz et du pétrole pour pouvoir prendre des mesures d'atténuation à la hauteur des risques en cours. La résilience des populations dans un contexte de bouleversement du monde passe aussi par la protection des ressources naturelles qui participent par ailleurs à leur suivi. Grâce aux actions des collectivités locales et territoriales, les consciences s'éveillent. Aujourd'hui, les populations ont pris conscience qu'elles doivent protéger, qu'elles doivent conserver leurs ressources marines et côtières, qui va leur permettre d'être beaucoup plus résilientes sur les formes de changement climatique auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Et ça leur permet tout simplement de préserver leurs activités socio-économiques qui aujourd'hui leur permettent de se prendre en charge. Nous allons passer de partager nos expériences, mais également de décider, en tout cas, de prendre des décisions, en tout cas, qui vont être mises en œuvre, en tout cas, pour mieux encore asseoir, en tout cas, ce que les communautés ont déjà réalisé. Au niveau des différents pays tels que le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée, il est prévu de mener des études et d'organiser des consultations avec les acteurs des zones marines et côtières pour recueillir des données pertinentes et des résultats à partager. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Madina Adital, conseillère municipale de la ville de Dakar et présidente de la commission développement durable, aménagement urbain, cadre de vie et gestion du littoral. Madame Tall, d'abord, première question, Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité un atelier sous-régional de dialogue sur les politiques de gestion des ressources marines et côtières. Que pensez-vous déjà de cette initiative du RENOP ? Merci beaucoup, Alexis, pour cette invitation et pour cette question pertinente. Cette initiative du RENOP s'inscrit dans le cadre de la préparation de la COP27. Vous le savez que la COP se tient dans moins de 2 semaines. Et au vu de l'importance de cet événement-là, il était important pour le RENOP de se prononcer sur les préoccupations des parties prenantes, vraiment sur les enjeux de la préservation des ressources marines et côtières. Et c'est dans ce cadre-là que cet atelier-là s'est tenu à Dakar.
le 22 et 23 octobre et a réuni vraiment tous les acteurs qui sont sur cette chaîne-là de protection et de préservation de l'environnement. Quel impact un tel atelier pour une meilleure synergie des acteurs et autres parties prenantes à la gestion des ressources marines et côtières? En fait, le RENOP, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment une approche inclusive. Quand on parle de développement durable, ce développement durable ne peut se faire sans l'intégration de toutes les parties prenantes. Ça, c'est la clé du développement durable. Et l'atelier de RENOP a pu réunir l'État central, les collectivités territoriales. Nous avions des experts du groupe, des experts des changements climatiques, le GIEC. On a eu des parlementaires qui étaient là, l'honorable député Babacar Mbengue qui était là. Donc tous ces acteurs-là, les acteurs étaient réunis autour de cette réflexion-là. C'est pour ça que cet atelier a eu un impact, parce que dans ce dispositif-là, des réflexions ont pu être menées sur vraiment des problématiques concrètes et nous avons proposé donc des solutions qui pourront être soumises aux autorités pour la prise en compte dans leur politique publique. Nous reviendrons sur ces problématiques au cours de notre entretien. La rencontre avait aussi pour objectif de voir comment davantage impliquer les communautés des différents pays, de partager leur expérience dans la préservation, la promotion de l'environnement et du développement durable. Selon vous, quel rôle des communautés dans la préservation de l'environnement et le développement durable? Les communautés jouent un rôle central parce que tout simplement, ce sont ces communautés-là qui subissent ces impacts-là. Ce sont elles qui subissent les impacts des changements climatiques. Ce sont elles qui subissent directement toutes ces pertes, toutes ces dégradations qu'on voit dans ces zones côtières-là. C'est pour ça que leur implication est importante. Vous avez entendu tout à l'heure, lors du reportage, on parlait que maintenant, même on parle d'aires marines communautaires protégées. Donc ce sont les communautés qui vont identifier quelles sont les zones qu'elles veulent qu'elles soient protégées et on intègre leurs préoccupations une fois que vraiment ces communautés ont identifié ces aires-là. Ces aires-là sont soumises aux autorités, donc c'est tout un processus participatif. Donc vraiment ces communautés-là sont au début de l'identification des préoccupations jusqu'à ce qu'on en fasse un enjeu de développement durable et un enjeu pour la préservation des ressources marines et côtières. Pour ce qui est de la gestion de leurs ressources naturelles, quelle implication aussi des communautés locales concernées? Les communautés locales sont aussi au centre. C'est une approche transversale. Tous ces acteurs-là sont tout au long d'une chaîne de préservation des ressources marines et côtières. Quand les communautés vont identifier une aire qu'ils veulent protéger, donc cette aire-là est soumise, ces propositions-là sont soumises à la collectivité locale dont elles dépendent jusqu'à l'autorité centrale. Maintenant, il y a des cadres de gouvernance qui existent pour avoir toute une synergie dans la réflexion et dans la mise en œuvre de ces aires-là marines protégées. Justement, parlons de synergie. Quelle synergie aussi entre communautés locales, gouvernants et autorités locales que vous êtes dans le cadre de la gestion de leurs ressources naturelles? Bon, vous savez, le Sénégal s'est engagé vraiment dans la lutte. Le Sénégal s'est engagé dans l'agenda 2030. L'agenda 2030 a 17 objectifs de développement durable. Et l'ODD 14 parle de la préservation de ces ressources marines et côtières. Ça, c'est au niveau stratégie. Et pour mettre en œuvre ces stratégies-là, c'est ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Il faut l'implication des collectivités locales jusqu'aux communes. Et nous, en tant que vraiment autorité locale, ce qu'on fait, c'est de mettre en place toutes sortes d'actions, mettre en place un plan d'action en cohérence avec les communautés-là pour faire des actions de préservation de ces ressources-là. Je vous donne un exemple. La ville de Dakar, dans le cadre de son programme, le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, a un programme qui s'appelle Dakar Bunyubok. Et dans le cadre de ce programme-là, il y a un volet pour la préservation du littoral. Et pour mettre en place ces activités-là, nous travaillons aussi avec l'État central. Donc toutes ces actions-là sont en synergie. Nous rencontrons les différents acteurs, que ce soit les eaux et forêts,
la direction de protection des aires maritimes pour regarder comment on déploie des actions vraiment qui vont être idoines pour la protection de l'environnement. Madame Tall, vous êtes conseillère municipale à la ville de Dakar et présidente de la commission développement durable, aménagement urbain, cadre de vie et gestion du littoral. Quelles sont les politiques et actions mises en place au sein de votre commission pour faire de Dakar une ville économiquement durable avec des aménagements urbains écologiquement fiables dans un cadre de vie paisible? Merci beaucoup Alexis pour cette question. La ville de Dakar a son plan énergie-climat territorial, le PCET, dont les études de faisabilité ont été même bouclées. Nous avons reçu plusieurs financements, dont l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Moi-même, j'ai eu à présenter ce PCET à l'AIMF il y a quelques mois. Donc, je fais partie de la commission Ville et Développement durable de l'AIMF. Et au sein de cette commission-là, nous sommes en train de voir vraiment comment maintenant décliner les 19 actions de ce PCIT. Plus concrètement, la ville de Dakar a mis même en place son audit énergétique, a fait vraiment un bilan énergétique de tous ces bâtiments-là. Suite à ce bilan énergétique-là, des recommandations ont été mises en place et il y a un programme donc de changement des lampadaires, il y a un programme vraiment de mettre en place des actions pour l'énergie solaire. Donc la priorité vraiment du maire, c'est de la mise en œuvre de ce plan climat-énergie. Et dans le cadre de la commission est formée de parlements, il y a des élus qui sont des parlementaires. Et nous sommes en train de mettre en place un plan d'action pour la mise en place donc, de ce PCIT-là. Revenons sur ce projet climat-énergie. Aujourd'hui, de nombreuses communes travaillent à mettre sur pied des politiques locales, énergie-climat ou des plans locaux, changement climatique. Qu'en est-il spécifiquement au niveau de la ville de Dakar? Au niveau de la ville de Dakar, la priorité a été mise vraiment sur la réduction de la fracture énergétique. Parce que la facture énergétique était très, très élevée. Donc cet audit énergétique a pu montrer où se trouvait la consommation vraiment d'énergie. Nous avons fait l'audit des bâtiments. Il y a eu aussi l'hôpital, par exemple, de gériatrie, le centre de gériatrie, et la piscine olympique aussi. Donc, dans le cadre de cet audit énergétique-là, elle nous a permis donc de prioriser les actions qui vont être mises en place. L'autre chose, c'est vraiment, nous ciblons beaucoup d'actions de sensibilisation et on parle même d'éveil environnemental. Parce que pour mettre en place ces actions-là, il faut savoir que les populations ne sont pas forcément conscientes des changements climatiques. Quand on parle, ce sont des experts qui parlent, on parle de la COP, donc nous sommes en train de faire une réflexion pour regarder quel vocabulaire mettre en place pour mettre en place un programme d'éducation environnementale qui va impliquer les communautés, que ce soit en Wolof, nous avons la plateforme Dakar Clim avec des jeunes, donc nous avons Renop aussi qui est un acteur vraiment communautaire, donc comment mettre en place des actions d'éducation environnementale qui vont vraiment avoir de l'impact sur les communautés là. Restons sur ces questions environnementales. Face au changement climatique qui n'épargne pas la capitale sénégalaise, qu'est-ce qui est fait au niveau de votre commission pour la résilience de la ville de Dakar aux effets de ce changement climatique? Absolument, il y a le programme donc, de reboisement. Il y a vraiment de mettre en place 1 million d'arbres même, donc tout au long des 19 communes. Et pour cela, nous sommes en partenariat avec les eaux et forêts. Et avec les eaux et forêts, nous sommes en train de mettre en place un programme prioritaire de reboisement, en priorisant certaines communes bien sûr, mais ça va être aussi le long de ces zones qui sont côtières. Nous avons la commune de Hann-Bel-Air, qui est pas mal impactée par l'érosion côtière. Nous avons également une commune qui est vulnérable, qui est la commune de Yoff. Donc nous avons un gros programme de reboisement. Nous avons également un programme de nettoiement des plages. Nous avons donc le programme de réduction de la facture énergétique. Donc c'est plusieurs programmes qui sont là avec des efforts qui vont se multiplier pour arriver à atteindre les objectifs qui sont fixés. Nous visons une réduction par exemple de la facture énergétique de 50% d'ici 3 ans en remplaçant donc par de l'énergie solaire.
Madame Tall, en Afrique en général, au Sénégal en particulier, quels sont selon vous les principaux défis qui se présentent à nous en termes de gestion des ressources marines et côtières? Bon, nous avons un des défis, c'est vraiment l'érosion côtière, nous avons vu. Et cette érosion côtière-là impacte un secteur qui est quand même la pêche, qui occupe plus de 600 000 emplois. Nous avons également un défi qui est important, c'est vraiment le rejet des eaux usées non traitées dans les ressources marines. Et ça, c'est un vrai problème. Lors de l'atelier de Grenoble, nous sommes allés faire une visite sur le terrain au niveau de la baie de Han. Et nous voyons que des effluents qui sont rejetés à la mer ne sont pas traités. Et nous avons beau faire des actions, mettons, correctives, en nettoyant les plages, en mettant des grilles pour filtrer des ordures qui sont jetées, mais il faut en savoir vraiment que c'est la prévention qui va être la solution. Et par rapport à ça, il faudrait que la réglementation soit connue, mais qu'elle soit appliquée. Parce que normalement, si je prends un pays comme le Canada que je connais bien, moi j'ai même travaillé dans une entreprise qui contrôlait le rejet des effluents des entreprises. Donc il faut que ces effluents-là soient conformes aux normes environnementales avant de faire le rejet au niveau de la mer. Alors qu'ici, bon, c'est vraiment l'un des défis que nous avons, c'est à faire respecter cette réglementation et arriver que les effluents qui sont rejetés donc, dans la mer respectent les normes. Parce que si l'acidification a de l'impact sur le poisson, nous avons vu l'exemple même de la Gambie lors de l'atelier de Grenoble, quand on voit tous ces poissons qui sont donc au niveau des plages, il y a aussi l'augmentation de la température qui va faire fuir les poissons vers d'autres zones. C'est un risque pour les pêcheurs qui vont aller des zones plus éloignées pour prendre certains poissons. Donc, nous avons vu les accidents qu'il y a eu. Il y a des jeunes pêcheurs aussi qui se noient, qui sont morts. Donc c'est vraiment une approche systémique que nous devons avoir pour une gestion intégrée réussie de ces ressources marines et côtières. Madame Tall, encore une question avant de clore cet entretien. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité des politiques dans ce processus de gestion des ressources maritimes? Les politiques ont une grosse part de responsabilité, et c'est le respect des lois et des règlements. Parce qu'au Sénégal, nous avons des dispositifs. Les dispositifs existent. Nous avons une stratégie vraiment de protection. Nous avons des aires marines qui sont protégées. Maintenant, c'est comment arriver à faire respecter ces lois et ces règlements. Comment arriver aussi à avoir, je dirais, l'éveil environnemental, que les citoyens soient conscients aussi de l'impact de leurs gestes, de leurs actions donc c'est quand on parle de changement climatique. Donc, les politiques vraiment devraient mettre en place un programme d'éducation environnementale et un programme pour arriver à ce que les lois et les règlements soient, quitte à faire des sanctions, quitte à pas forcément pollueurs-payeurs, mais des sanctions pour que les entreprises qui n'arrivent pas à respecter soient auditées et soient vraiment soumises à des sanctions pécuniaires qui vont aussi représenter une assiette financière aussi pour les autorités locales. Et vont les permettre de pouvoir avoir des moyens de mettre en place les actions qui sont prévues. Merci Madame Madina Tall. Nous rappelons que vous êtes conseillère municipale à la ville de Dakar et présidente de la commission développement durable, aménagement urbain, cadre de vie et gestion du littoral. Merci beaucoup Alexis pour cette interview. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.